Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à la transition écologique de la filière nautique. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à comment concilier la transition écologique et le business avec 3 séquences. La première séquence va chercher à analyser comment les évolutions réglementaires et les risques environnementaux vont impacter les business models des entreprises du nautisme. Pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de passer la parole à Walter Bouvet d'Openland. C'est parti. Merci, pour l'invitation. Ravi d'être, avec vous. Je présente Openland en 2 mots très rapides. Nous sommes une entreprise qui accompagnons les PME, ETI dans différents secteurs d'activité sur leur transformation, la transformation de leur modèle avec, des enjeux d'accompagnement et de formation sur tous les sujets dont on va parler. Donc je ne vais pas m'étendre, à ce stade. Vous avez le QR code si vous avez envie d'en savoir davantage et vous le retrouverez plus tard. Quand on parle de transformation des industries comme l'industrie, nautique, on se projette, forcément à un horizon qui dépasse, celui du quotidien. C'est le principe, on relève un peu la tête du guidon. On a l'habitude, nous, de nous positionner sur un horizon 2030, 2035, qui permet de voir où on souhaite arriver, où on souhaite positionner l'entreprise et pour arriver à cette échéance, le 2030, qu'est-ce qu'on doit commencer dès aujourd'hui, pour, opérer cette transformation qui souvent, est déjà en germe et parfois en cours. Donc juste reposer le cadre, scientifique très rapidement, parce que ce qui est important avant d'agir, c'est d'agir à bon escient et donc de comprendre pourquoi on agit, dans quel cadre et qu'est-ce qu'on cherche. D'autant que la réglementation avance elle aussi et que la réglementation, vous allez le voir, elle s'inspire beaucoup du cadre scientifique. En gros, on a l'habitude de dire que, les entreprises doivent, opérer sur, différents aspects que sont les ressources, le climat et la biodiversité. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Donc on met tout ça en système. Là, vous voyez cette boussole qui est un peu, notre guide pour la transformation. On retrouve les 3 grands éléments que je viens de poser, plus évidemment la question humaine, la question de la transformation des métiers et derrière l'humain, il y a aussi la question de la durabilité économique des entreprises et donc de leur rentabilité, de leur capacité à rester debout. C'est un élément essentiel, évidemment. Alors, petite question que je vous pose, je vais apporter, la réponse aussitôt. Quand on parle, par exemple, d'électronique, dans les bateaux, on trouve de l'électronique. Est-ce que vous savez, quelle est la quantité de matière nécessaire à la fabrication d'une puce de 2 grammes, une puce qu'on trouve typiquement dans un téléphone portable? La réponse est assez édifiante. La réponse, c'est 32 kilogrammes. 32 kilogrammes versus 2 grammes, vous avez, un rapport de l'ordre de 16 000, donc 16 000, un facteur pardon, de l'ordre de 16 000. C'est-à-dire qu'en fait, tous les produits finis que vous voyez dans un bateau ou ailleurs sont des produits qui mettent en œuvre toute une quantité de matière, d'eau, d'énergie, de minerais qu'on ne voit pas. C'est un peu comme un iceberg. Il y a ce qu'on voit, c'est la partie émergée, et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas, c'est toute l'énergie et la matière qui a été nécessaire pour y parvenir. Ça, c'est le défi de la ressource, parce que nos ressources ne sont pas en quantité limitée. Certains métaux, certains minerais, sont menacés d'épuisement, c'est le cas du cuivre, par exemple, et donc l'un des défis, c'est de circulariser la ressource pour pouvoir la réutiliser au maximum. C'est d'éco-concevoir les produits pour qu'ils soient démontables en fin de vie et qu'on puisse en réutiliser certaines pièces et les réintroduire dans le cycle de production et de consommation. On est aujourd'hui assez loin du compte et là, vous avez une représentation d'un artiste, Dylan Marsh, qui montre ce qu'une extraction d'une mine dont vous voyez le profil sur la droite donne en termes de produits finis, donc le cuivre en l'occurrence. Vous voyez cette petite bille, c'est ce qu'on obtient comme métal fini avec l'extraction et l'exploitation de toute cette mine que vous voyez dans toute sa splendeur. Donc la ressource, c'est quelque chose qui est très difficile à aller chercher et donc qui est très précieux et dont il faut tenir compte. Aujourd'hui, nos modèles industriels sont principalement extractifs, hein. On extrait, on fabrique, on distribue, on consomme, on jette. L'enjeu, c'est de boucler la boucle, mais de venir questionner aussi le besoin pour introduire la notion de sobriété matière et si on veut, de pouvoir séparer la finalité et la fonctionnalité du produit, par exemple téléphoner, par exemple envoyer un message, par exemple s'asseoir sur un siège, par exemple utiliser un vélo, donc se transporter d'un point A à un point B, ou un bateau pour aller d'un point A à un point B. Ça, c'est la fonctionnalité, la fonction. Eh bien, essayer de les séparer de la matière. Je peux, avec un vélo,
s'il est mis en libre accès et en service partagé, je peux, sur le même vélo, intensifier l'usage et avoir beaucoup plus de trajets. Simplement, beaucoup plus de personnes vont se partager un vélo dont on était propriétaire une seule personne auparavant. C'est possible avec un bateau. Voilà, c'est possible avec un bateau, c'est possible avec plein d'éléments. Donc voilà, l'enjeu, c'est de renverser un petit peu l'iceberg en disant on va focaliser les efforts de la chaîne de valeur, non plus sur l'exploitation et la transformation de la ressource, mais sur l'intensification de l'usage. Ça, c'est le défi de la ressource. J'ajoute à ce défi qu'il y a un enjeu qui est la préservation de l'eau, notamment du fait que le plastique et les microplastiques sont partout dans le cycle de l'eau et évidemment dans l'océan, avec des conséquences pour la santé qu'on connaît désormais et le fait que ces microplastiques soient aussi dans notre corps. Donc il y a un enjeu sur la ressource, un enjeu matière, un enjeu préservation de la ressource aussi, exemple avec l'eau, et pour ça, beaucoup de sobriété matière et de circularité. Ce défi, il n'est pas impossible à relever. Je cite ici l'exemple de Uniboat, qui opère dans notre région, par exemple sur du matériel reconditionné. Voilà, typiquement, comme un téléphone, eh ben, un bateau, demain, ça peut être un bateau reconditionné. C'est le cas aussi avec des voitures. Et il y a un modèle économique pour les entreprises pour opérer des services et de la vente sur ce marché. Je vous cite également le cas de Suravenir Assurance dans un autre secteur d'activité avec qui on a travaillé pour co-designer une offre multirisque habitation circulaire, donc qui va, dans le cas d'un sinistre, privilégier le réemploi, la réparation, plutôt que le remplacement par du matériel neuf. Là, il s'agit d'offres et d'entreprises qui opèrent sur le marché aujourd'hui, hein. On n'est pas dans la science-fiction. Donc le défi, il peut être partiellement relevé dès aujourd'hui. Deuxième défi, le climat. Je pense que tout le monde a compris de quoi il s'agissait. Vous avez ici la stratégie française bas carbone. À 2050, en gros, nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre par un facteur 6, donc c'est énorme, depuis 1990. Toutes les entreprises, les administrations, les territoires, tous les secteurs d'activité sont concernés. C'est un très gros boulot. Et pour réussir à relever ce défi, il faut qu'on ait en tête que l'enjeu du climat va se jouer sur deux fronts distincts. Il y a le front de la décarbonation, j'essaie de réduire l'intensité carbone de ma chaîne de valeur, et il y a le front de l'adaptation. Et là, vous avez un exemple très parlant, qui n'est pas dans l'industrie nautique, même si vous allez voir, on va beaucoup parler d'eau. En juin dernier, dans le canton du Valais, en Suisse, 2 usines ont été submergées par les eaux suite à une crue exceptionnelle. Eh bien, la conséquence, c'est que ces 2 entreprises ont dû s'arrêter pendant 3 mois. Or, ces entreprises sont fournisseurs stratégiques d'un constructeur automobile qui s'appelle Porsche. Et par conséquent, c'est toute une partie de la gamme Porsche qui a été impactée et qui a dû être mise à l'arrêt, avec, pour l'entreprise Porsche en l'occurrence, un impact sur le chiffre d'affaires de l'ordre de 2 à 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice 2024. Parce qu'un fournisseur, sur la chaîne de valeur, sur la supply chain, n'avait pas été identifié comme étant exposé à un risque majeur d'inondation ou de submersion. Ce sont des questions qu'il faut se poser, qu'on exploite un port, qu'on exploite une compagnie maritime, qu'on exploite un chantier, qu'on exploite. C'est quel est mon niveau d'exposition aux risques climatiques et dans quelle mesure ces risques peuvent-ils engendrer une paralysie, enfin en partie ou totalement de mon activité. Donc des questions très nouvelles que se posent les entreprises, mais qui le comprennent parce que malheureusement, les aléas climatiques sont de plus en plus nombreux, avec des conséquences aussi sur l'assurabilité. Est-ce que mon business va rester assurable en fonction de là où il se trouve? Est-ce que les compagnies d'assurance vont continuer à assurer mon exploitation? Et là encore, des défis à relever, puisque je parle de décarbonation. Donc à l'instant, je vous parlais d'adaptation au risque climatique. Si je reviens à la décarbonation de la chaîne de valeur, je prends un exemple un peu voisin du nautisme, qui est celui de Zéphyr et Boré, qui propose désormais une compagnie maritime avec des cargos partiellement propulsés par la voile, et donc qui peuvent réduire leur intensité carbone de 25 à 30% selon les conditions d'utilisation. Donc là encore, on a des solutions, que ce soit pour l'atténuation ou l'adaptation. L'enjeu, c'est surtout d'accélérer dans la connaissance et la mise en œuvre de ces solutions. Dernier élément sur ce triptyque ressources, climat, biodiversité. La biodiversité, avec ici un visuel proposé par la plateforme Océan Climat. L'océan
est soumis à un certain nombre de chocs climatiques, perte de biodiversité du fait du plastique, du fait du réchauffement. Les coraux pourraient disparaître de la surface de la Terre, hein, il faut le savoir. Donc ils sont déjà très fragilisés aujourd'hui. Ils pourraient disparaître totalement si le climat terrestre se réchauffe de 2 degrés. Aujourd'hui, on est en train de frôler les 1,3, 1,4 degrés. Donc il y a un enjeu biodiversité, et c'est le rôle aussi de la filière nautique que de prendre en compte le vivant, l'état des écosystèmes dont elle profite, puisque le nautisme a besoin de l'océan pour vivre et faire vivre ses clients. C'est un défi alors, qui est très partiellement relevé, hein. En tout cas, on a des entreprises qui relèvent ce défi de la biodiversité océanique, comme par exemple Ecocéan, qui travaille à la régénération des espaces portuaires ou des littoraux avec des systèmes, ici le Naughty Hut, des systèmes de nids pour favoriser le retour de la biodiversité océanique. Le dernier point, c'est l'humain, et j'en aurai terminé. L'humain avec, pour nos salariés, les salariés de votre filière, des enjeux de motivation. Donc là, c'est un extrait d'une étude de Great Place to Work qui montre que la question du sens au travail est presque aussi importante. Alors, je ne vais pas déformer le propos, pas aussi importante, mais presque aussi importante que la rémunération. En fait, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus dans les entreprises avec lesquelles on travaille, rémunération et sens au travail forment un duo quasiment inséparable. Une bonne rémunération, mais pour un travail qui n'a pas de sens, eh bien, ça crée des logiques de burn-out, de fatigue ou de découragement, et malheureusement, un turnover qui est très coûteux pour les entreprises. Donc la bonne nouvelle, c'est que cette transition, cette transformation des entreprises est aussi une source de motivation pour les équipes, une source de fidélisation, et un enjeu de transformation des métiers. Alors ça, c'est un extrait d'une étude de la DARES qui montre en quoi, dans des métiers très techniques, alors c'est pas la filière nautique, mais c'est juste pour illustrer, dans des métiers très techniques, la proportion d'offres et de recherche de profils en lien avec la transition écologique est en train d'augmenter très fortement ces dernières années. Alors parfois, on passe de 3% à 6 ou 7%, donc en valeur absolue, ce n'est pas forcément énorme. En valeur relative, c'est quand même un doublement du nombre d'offres qui sont, enfin d'offres à pourvoir, hein, donc d'offres d'emploi, qui intègrent ces problématiques de transition écologique, et dans certains métiers, comme évidemment les chauffagistes, les couvreurs, les façadiers, ça devient extrêmement prédominant. Dernier point, pour en finir, il y a un cadre, qui est le cadre de la CSRD, qui s'inscrit et qui s'impose principalement aux entreprises, aux PME et ETI de plus de 250 salariés. C'est un cadre voulu par l'Europe, qui vient en gros des constats scientifiques que je vous ai partagés. Ces constats scientifiques ont impliqué un certain nombre de traités, comme l'accord de Paris sur le climat, par exemple, et donc s'inscrivent dans l'agenda politique. Et de l'agenda politique, on en arrive à l'agenda économique avec les principes de la CSRD, donc qui est une directive qui impose aux entreprises de plus de 250 salariés à partir de 2026, plus de 500 salariés à partir de 2025, de reporter, d'expliquer, d'être transparent sur leur état des lieux en termes de durabilité et sur leur stratégie sur différents indicateurs, qui sont des indicateurs écologiques ou sociaux. Voilà, 2 grands volets, le volet environnemental et le volet social. Donc vous voyez que dès 2026, les entreprises de plus de 250 salariés sont concernées par cette directive. Elles travaillent déjà, elles sont à l'œuvre, hein, on peut vous le dire, on en accompagne certaines. Et que par effet de cascade, ces principes de la CSRD, donc s'intéresser aux enjeux scientifiques, opérer une transformation, faire son bilan carbone, avoir une stratégie climat, entrer dans un processus d'innovation, travailler sur l'économie circulaire, sur de nouveaux modèles d'affaires, c'est quelque chose qui va petit à petit irriguer l'ensemble de l'économie. Et donc, c'est une langue qu'il faut apprendre, c'est une langue qu'il faut s'approprier, et ce sont des principes que toutes les entreprises ont intérêt à mettre en œuvre dès maintenant dans leur périmètre direct. La durabilité, ce n'est pas un aménagement de l'existant, c'est vraiment une approche stratégique, une approche business, une approche RH déterminante pour les années qui viennent. Donc évidemment, notre conseil, c'est de vous l'approprier dès maintenant, en considérant que ce n'est pas un aménagement de l'existant, ce n'est pas un caprice,
du législateur ou de tel ou tel donneur d'ordre ou de tel ou tel territoire. C'est vraiment un enjeu stratégique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi des opportunités pour les entreprises qui s'engagent résolument dans cette direction. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je ne sais pas s'il y a des questions. Très bien, merci. Alors, vous avez été clair. Je vais me permettre d'apporter la première question concernant le cadre du CSRD. Alors, de ce que j'en comprends, les non-PME, non-cotés ne sont pas forcément concernés. Donc, si on regarde la filière nautique Pays de la Loire, 90% des entreprises ne seront pas concernées. Pour les entreprises qui le sont quand même, quels sont le type d'éléments qui sont demandés dans ce cadre? J'imagine que c'est un cadre bien spécifique et bien déterminé. Oui, ce qui est demandé, notamment, c'est la production de ce qu'on appelle un rapport de durabilité. Donc aujourd'hui, n'importe quelle entreprise en France et même au monde doit chaque année déposer ses comptes faits par un expert comptable, vérifiés et validés par un expert comptable auprès du tribunal de commerce. C'est la loi. Eh bien, la loi nous dit que demain, les entreprises de plus de 500, donc dès l'année 2025, de plus de 250 dès l'année 2026, et les PME cotées en 2027 vont devoir, de la même manière, déposer un document extra-financier. C'est ça le document, le rapport de durabilité, qui va prendre en compte ces sujets sociaux et environnementaux. Donc, la réglementation dit que c'est un rapport. Et vous avez deux façons d'aborder cet exercice. La première manière, c'est de dire c'est un exercice réglementaire, et donc on a juste un enjeu de répondre à la réglementation, et c'est quelque chose qui finira par caler une armoire. Bon, très bien. La deuxième façon de voir, c'est de dire cet exercice réglementaire, il est là pour une bonne raison, c'est que l'économie est en train de se transformer à long terme, et donc il est urgent d'intégrer ça dans notre stratégie. La plupart des entreprises qui conscientisent ce sujet de la durabilité sont sur cette ligne, et donc en font l'occasion de s'interroger sur là où elles en sont, déjà faire un diagnostic, et sur les enjeux principaux qui les concernent. Dans certains cas, ça va être le climat, dans d'autres cas, ça va être la biodive, dans d'autres cas, l'économie circulaire. Dans tous les cas, la question sociale, elle est évidemment là. Mais ce n'est pas la même chose d'une entreprise à l'autre, ce n'est pas la même chose d'un secteur d'activité à l'autre. Et pour ça, il y a un exercice qui s'appelle la double matérialité. Alors, désolé pour le jargon, mais pour faire simple, la double matérialité, ça va vous amener en tant que dirigeant ou dirigeante à vous interroger sur la manière dont le changement climatique, par exemple, va impacter votre business. Vous voyez, typiquement quelque chose que Porsche ou ses fournisseurs pourraient faire dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, ou qu'un port exposé au changement climatique va devoir faire, ou qu'une filière va devoir faire elle aussi. Donc, en quoi ça va impacter potentiellement mes finances? En quoi ça présente un risque pour mes finances? Premier niveau de matérialité. Deuxième niveau de matérialité, en quoi mon business, en quoi mon activité va-t-elle elle-même venir impacter le sujet du climat? Si j'émets des gaz à effet de serre, je vais impacter négativement le climat. Si j'ai une stratégie de réduction de mes émissions, je vais l'impacter positivement. Si je fais de l'économie circulaire, je vais l'impacter positivement. Et donc, je vais devoir définir mes enjeux prioritaires au regard de ce qu'on appelle cette double matérialité, matérialité financière et matérialité d'impact. Et ça, c'est un exercice qui est hyper structurant pour l'entreprise. C'est aussi structurant qu'un exercice comptable ou qu'un exercice financier. Voilà, donc évidemment, notre recommandation, c'est de prendre ça plutôt avec l'envie de progresser que, même si je sais, c'est la tentation de dire encore une réglementation qui vient nous compliquer la vie. Elle vient pas seulement vous compliquer la vie, parce qu'elle va vous aider de mieux connaître vos risques et aussi de mieux saisir les opportunités. Merci, Monsieur Bouvet, pour votre intervention. Nous allons passer à la séquence suivante dédiée aux outils de mesure de performance environnementale et surtout par où commencer. Pour nous en parler, je passe la parole à David Vaillant du cabinet Zephyr. Bonjour à tous, ravi de vous rejoindre. Donc la question qui m'avait été posée par Laurent et l'angle que j'ai pris pour cette présentation, c'est par où commencer quand on parle de mesure de la performance environnementale de l'entreprise. Voilà. Donc Zephyr, moi je me suis installé il y a un peu plus d'un an maintenant, en 2023, sur des sujets de comptabilité carbone et d'éco-conception, avec une expertise sectorielle dans ce nautisme et ces matériaux composites.
Et pour aujourd'hui, je vous propose de travailler en 2 temps. Premier temps, c'est comment est-ce qu'on mesure la performance environnementale. On va survoler ça assez rapidement. Et ensuite, on va se balayer une dizaine de questions pour vous en tant que dirigeant d'entreprise, pour vous aider à arbitrer, savoir quel type d'approche peut être intéressante pour vous. Donc ces approches-là, je les ai découpées en deux grands thèmes. On va avoir les approches sites, qui vont concerner l'ensemble de vos activités, et des approches produits sur lesquelles on va plutôt se focaliser sur une verticale produit ou service. Donc l'ensemble de ces démarches en fait, va s'auto-alimenter, puisque quand on collecte des informations sur la gestion de l'énergie de ces bâtiments, sur les déplacements de ses collaborateurs, sur le fret de ces matières, ses achats, ça va permettre d'enrichir le travail que l'on va faire quand on étudie l'un de ces produits ou services, et vice-versa, travailler sur nos produits va permettre d'améliorer cette démarche-là. Donc, qu'est-ce qu'on a comme type d'outils dans ces deux types d'approches ? Pour les approches sites, il y en a une liste assez importante. Le bilan de gaz à effet de serre ou le bilan carbone. On peut parler des systèmes de certification de management. Vous connaissez peut-être l'ISO 9001 sur la qualité. Il y a son pendant 14001 pour l'environnement, 50001 pour l'énergie. L'analyse des flux de matière, des diagnostics eau, énergie, immobilier, des démarches RSE, qui vont plutôt être sur l'ensemble de votre activité et de vos activités. Les approches produits ou services, elles, on va parler plutôt d'analyse de cycle de vie. Il y a une version simplifiée, une version plutôt qualitative du cycle de vie qui peut être utilisée aussi en première approche, des écolabels, des déclarations environnementales produits, de l'autodéclaration, de l'empreinte carbone eau, donc on peut raisonner en monocritères ou en multicritères pour prendre en conséquence que l'aspect carbone ou les autres aspects comme les ressources, biodiversité, comme on a pu le voir avec Walter. Donc différents outils qui existent pour ces approches produits ou services. On va principalement garder la notion de bilan carbone pour les approches sites et d'analyse de cycle de vie pour les approches produits. Et pour choisir, une des questions, c'est quelle est votre stratégie ? Pour choisir par laquelle vous allez commencer, il faut se demander si vous voulez plutôt travailler sur une cible externe, sur une cible interne, de manière plutôt défensive ou offensive. Et il y a plusieurs bénéfices de se lancer dans l'une ou l'autre de ces approches. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde de prime abord avant de choisir de s'engager soit sur un bilan carbone ou de la mise en place de l'éco-conception. Et donc pour distinguer un petit peu ces deux approches, elles sont complémentaires, donc idéalement à terme, c'est deux approches qu'il faudrait attaquer. Mais pour choisir par laquelle je commence, quel est mon objectif principal? Est-ce que je veux réduire l'impact global de l'entreprise ou optimiser un produit ou service? Ça peut dépendre de mes enjeux. Il y a différentes façons d'attaquer le sujet. Et parmi les outils phares, c'est ceux qu'on va garder pour la suite de la présentation, le bilan carbone ou l'analyse de cycle de vie. Donc, on voit qu'il y a plusieurs approches, et justement, on va sélectionner l'une de ces approches en fonction des caractéristiques de votre entreprise. Et pour identifier ces caractéristiques, je vous propose une dizaine de questions pour choisir ce qu'il est, par où commencer. Et donc, la première question pour vous, c'est où est-ce que vous en êtes dans cette démarche environnementale ? Est-ce que c'est quelque chose sur lesquels vous avez déjà travaillé, vous jugez plutôt assez mature ou plutôt débutant? Ça, en termes de choix, si vous êtes plutôt débutant qu'une première approche, on pourrait plutôt commencer avec une approche site, un bilan de gaz à effet de serre, parce que c'est mono-indicateur, on ne parle que de carbone, on ne va pas encore parler de transfert d'impact, donc c'est plus accessible, ça permet d'avoir une vision globale. Et c'est un petit peu plus court à mettre en place également d'un point de vue calendrier. Donc à chaque fois, je vous ai identifié pour ces questions pourquoi c'est important de se poser cette question, quelles sont les deux options que je vous propose, et des petits exemples d'activités qui pourraient partir dans l'une ou l'autre. Donc là, un petit chantier naval qui n'aurait jamais structuré de démarche,
on peut faire un premier bilan gaz à effet de serre pour comprendre l'impact de ces activités. Si jamais vous êtes déjà un peu plus mature, vous pouvez engager cette approche produit ou service. Ça permet d'aller plus loin dans la compréhension de sa chaîne de valeur, dans ses impacts. Et donc là, on pourrait avoir l'exemple d'un fabricant de moteurs électriques qui a déjà optimisé ses processus internes et il va se concentrer sur l'impact de ses produits en réalisant une ACV. Ça lui permet d'identifier où sont les hotspots pour améliorer son produit, voire pouvoir comparer sa solution à une solution existante sur le marché. Donc ça, c'était le premier point de cette maturité. Deuxième question pour vous, quel est votre objectif principal? Pourquoi est-ce que vous le faites? Est-ce que vous avez besoin de réduire l'ensemble de vos impacts ou est-ce que vous avez besoin d'innover sur un produit? Et ben là encore, on va pouvoir différencier cette approche site de cette approche produit. L'approche site va être beaucoup plus macro et on va pouvoir travailler sur l'énergie, les déchets, les achats de manière assez rapide. L'analyse de cycle de vie, elle va permettre de regarder son produit avec un autre prisme en questionnant toute sa chaîne de valeur et de trouver des pistes d'amélioration. Donc là, parmi les exemples, un atelier de fabrication sera peut-être plutôt orienté sur une approche site pour travailler sur ces différentes consommations. Et on peut assez vite identifier qu'il y a potentiellement des gains financiers également derrière. Pour un fabricant d'accastillage, ça peut être l'occasion de trouver des pistes de recherche et développement pour faire évoluer ces produits. On continue avec une question suivante. Est-ce que vous avez besoin d'un outil pour débloquer des financements ou des aides publiques? Est-ce que, suivant le stade de maturité de votre entreprise, vous avez besoin d'aller convaincre votre banquier, d'aller convaincre des actionnaires, de répondre à des appels à projets ou des appels d'offres publics? Donc là encore, en termes, c'est plutôt des financements généraux, pardon. Plutôt une approche site, le bilan carbone, c'est un exercice qui est maintenant assez connu, standardisé et qui parle à tous les métiers. Donc, c'est parfois un prérequis pour accéder à certains dispositifs. Il y avait les prêts de l'État dans le cadre du dispositif France Relance demandaient de publier un bilan GES simplifié pour les entreprises qui en bénéficiaient. Donc, ça peut être l'occasion d'avoir accès à certains financements ou des taux préférentiels. Pour le côté produit, ça peut être de démontrer ce que son process, son produit, son service est vertueux, ce qui permet de faciliter l'accès à certaines aides et différents guichets existent comme la BPI ou l'ADEME. Julien tout à l'heure va présenter certains de ces guichets-là. J'enchaîne avec une quatrième question. Il est important de se poser qui sont vos clients principaux? Est-ce que ce sont des entreprises? Est-ce que vous travaillez en B2C? Est-ce que vous répondez à des appels d'offres publics? Dans ce cas-là, c'est important également de se poser la question de la taille et du pouvoir de ces clients. Est-ce que eux ont des contraintes réglementaires? Si c'est le cas, vous pouvez vous retrouver avec un questionnaire EcoVadis à répondre, avec une collecte de données demandée pour pouvoir répondre à un rapport de CSRD si vous avez un client grand compte. Et donc là, le bilan GES, par exemple, ou des audits vont vous permettre de collecter de manière un peu plus rapide des données d'activité que vous pourrez partager à ces grands donneurs d'ordre dans un cadre plutôt B2B. Donc là, l'exemple, c'est une PME de maintenance navale qui réalise un bilan GES pour... Ah, pardon, j'ai pas modifié mon exemple, excusez-moi. Une petite coquille. Et ça peut être un sous-traitant d'un client grand compte, d'un grand chantier naval qui, lui, pourrait être soumis à CSRD, qui pourrait être sollicité. Pour du B2C, on va plutôt chercher à distinguer son produit des concurrents. Donc là, on sera plutôt sur une approche produit ou service. Et pour les pouvoirs publics, eh ben, ça dépend. Très souvent, on est plutôt en relatif par rapport à d'autres concurrents qui se positionnent sur les mêmes appels d'offres. Donc là, c'est à étudier un petit peu plus au cas par cas.
La question suivante touche aux compétences. Est-ce que vous avez déjà des gens qui maîtrisent ces sujets-là? Est-ce que vous avez du temps alloué pour ces démarches? Et donc là, on commence à identifier déjà avec toutes ces premières questions que l'approche site, très souvent, on est quand même sur des démarches qui sont plus faciles à mettre en place, un peu plus rapides et demandent moins de temps pour aller collecter des données et moins de compétences versus les approches produits ou services qui là vont nécessiter d'aller collecter un peu plus de données. Notamment, c'est un superbe exercice pour aller mieux comprendre sa chaîne de valeur. Vous pouvez être amené à utiliser certains matériaux. Est-ce que vous êtes aujourd'hui capable de savoir d'où vient l'aluminium qui rentre dans vos produits, d'où vient le plastique, quelle est la part de plastique recyclé dans vos produits? Ça, c'est des questions sur lesquelles c'est souvent assez compliqué de prime abord de trouver des réponses. Et donc, faire cet exercice, c'est une bonne occasion de creuser cette chaîne de valeur. Et donc, parmi les exemples, ça peut être un premier bilan carbone pour orienter les premières actions, ou alors d'intégrer une ACV en interne pour mieux comprendre son système de valeur. Donc, on va avoir des besoins en compétences et en outils informatiques qui vont être un peu plus importants pour des approches produits. Il se pose également la question des réglementations. On l'a vu précédemment avec l'intervention de Walter. Donc, suivant les réglementations qui s'appliquent, vous pouvez être amené vers l'une ou vers l'autre. Deux types de réglementations, des réglementations plutôt globales sur une activité industrielle. Ça peut être si vous êtes installé dans une zone spécifique, est-ce que vos activités sont classées ICPE, est-ce que vous êtes soumis au décret tertiaire? Donc là, c'est plutôt, on va plus souvent retrouver des approches types qui vont permettre de répondre à certaines des questions qui sont posées par ces réglementations. Si vous avez des réglementations produits, là, par essence, il faut plutôt aller travailler directement sur ces produits pour justifier des impacts de vos produits. Est-ce que vous avez des données fiables sur vos activités ou vos produits pour mener cette analyse? On l'a vu, un des facteurs un petit peu limitants pour réaliser une analyse de cycle de vie, c'est l'accès à ces données. Donc, en première étape, encore une fois, le bilan carbone, ça peut être l'occasion de se rendre compte que on n'a pas forcément de manière très accessible toutes ces données. La question, c'est est-ce que vous pouvez les extraire rapidement d'un ERP ou est-ce qu'il faut éplucher toutes vos factures papier, par exemple? Et donc, si vous êtes déjà avec des données plutôt assez accessibles, on peut envisager d'aller assez rapidement faire une analyse de cycle de vie. Dans le cas contraire, l'analyse de cycle de vie elle risque d'être réalisée avec beaucoup d'hypothèses et donc l'incertitude peut-être un petit peu trop grande pour pouvoir en tirer des conclusions. Et une première approche bilan carbone permet de répondre déjà à ces besoins. Sur la question suivante, est-ce que vous souhaitez avoir des résultats rapides ou est-ce que vous souhaitez travailler plutôt sur du long terme? Je vais prendre l'exemple de clients que j'ai, un chantier naval qui souhaite répondre à un appel à projet pour dans quelques mois. Donc là, on va structurer une démarche plutôt rapide pour avoir un premier livrable et pouvoir étoffer un petit peu cette réponse à cet appel à projet. Et donc, ces approches sites peuvent être un petit peu plus rapides à mettre en place. Un audit énergétique, un audit des flux de matière, par exemple, peuvent être plus rapides qu'une ACV complète. Sur ce côté analyse de cycle de vie, mettre en place une feuille de route d'éco-conception, par exemple, on n'est pas obligé pour une première itération de s'appuyer sur une ACV complète. On peut travailler avec des approches qualitatives, puisque si on commence à structurer la démarche, on peut aller assez facilement identifier des premières actions sans regret. Dès qu'on parle de sobriété, par exemple, ça permet d'établir une première feuille de route sans aucun risque de transfert d'impact. Donc ça peut être également une approche qui peut être envisagée.
Est-ce que vous avez une seule activité ou plusieurs? Est-ce que vous êtes revendeur de bateaux, loueur de bateaux et vous avez également une activité de maintenance? Si c'est une activité plutôt diversifiée, une approche site, ça peut être intéressant pour identifier justement sur quelle activité commencer à travailler. Alors que si vous avez une activité unique, on peut tout de suite se focaliser un peu plus sur le côté produit ou service pour chercher à l'optimiser. La question suivante, c'est de savoir, est-ce que vous pouvez bénéficier d'une action collective ou d'un programme sectoriel ou régional? Là, c'est plutôt l'effet d'opportunité. Si vous avez besoin de vous faire accompagner, il y a différents dispositifs qui peuvent exister. Je vous en cite deux. Il y a une action collective sur le bilan carbone qui va être menée par la FIN, la Fédération des industries nautiques. Donc là, il y a une trentaine d'entreprises de la filière qu'on va accompagner avec la FIN sur la réalisation de leur premier bilan GES. Si vous souhaitez plus d'infos, c'est Guillaume Arnaud Deslions, le contact à la FIN, ou sinon vous pouvez également me contacter. Et je prends un autre exemple qui est le programme Écoproduire, qui n'est pas spécifique nautisme, mais pour des PME industrielles réalisé par la CCI Pays de la Loire, plutôt sur le côté initiation d'une démarche d'éco-conception. Vous pouvez avoir d'autres programmes de ce type-là, à l'échelle locale, d'une communauté de communes, à l'échelle sectorielle. Donc ça peut être cet effet d'aubaine aussi qui vous fait attaquer par l'un ou l'autre. Et dernière petite question, bonus, c'est de savoir qu'est-ce qui vous fait plaisir. En fait, si jamais il y a des démarches qui vous attirent plus que d'autres, ce serait bien dommage de s'en priver. Donc ça permet d'attaquer. Ça peut être aussi suivant les compétences que vous pouvez avoir en interne. Si vous avez un collaborateur qui a déjà attaqué l'une de ces démarches, ça peut être l'occasion d'en profiter. Donc, pour conclure, il y a des outils qui existent, des accès à des financements également qui existent pour se faciliter le lancement. La transition, c'est un cheminement. Il faut respecter cette montée en compétences. Ça prend du temps. On touche là directement à tout ce qui est management du changement. Donc, je vous prends un autre exemple. Mais est-ce que vous connaissez une entreprise qui n'utilise pas le numérique? Historiquement, il y a peut-être eu des gens qui ont préféré rester à la table à dessin et ne pas vouloir dessiner leurs produits en 3D, par exemple. Aujourd'hui, je pense que ces gens ont soit fait une transition vers le numérique, soit probablement changer d'activité. Mais de démarrer tôt, ça vous permet de structurer une démarche durable et de ne pas attendre justement qu'on vous l'impose. Et sur la façon, donc les différents points clés qu'on a pu aborder, il y a une philosophie qui est proche pour les deux approches, site ou produit. À chaque fois, on commence par définir un petit peu le besoin et vos priorités. On va ensuite évaluer, on va chercher à réduire, on va pouvoir communiquer sur nos résultats et c'est une démarche d'amélioration continue, donc on va recommencer. Donc on a pu lister quelques questions pour choisir par où ce serait pertinent pour vous de commencer et on a vu qu'il y avait également des opportunités à pouvoir saisir avec des programmes collectifs ou des financements. Donc voilà pour répondre à cette question de par où commencer. Et je reste à votre disposition si jamais vous avez des questions particulières ou si vous voulez en savoir plus sur ces dispositifs-là. Merci David. Je vais me permettre une question avant de passer sur l'intervention suivante. Est-ce que c'est possible de chiffrer l'investissement en temps pour justement mettre en place une démarche ACV ou bilan carbone par exemple? Oui, ouais. Sur un bilan carbone, ça va être dépendant de la taille de l'entreprise, notamment parce que le gros point dimensionnant, c'est la collecte de données. Donc, sur des toutes petites entreprises, on va parler de 2-3 heures semaine sur la durée en interne pour l'entreprise, sur la durée du projet, qui peut s'étaler sur 6 mois à peu près. Pour des entreprises plus conséquentes, on va vite arriver sur une demi-journée, voire une journée pour la personne qui en interne sera la pilote du projet et sera amenée à aller chercher dans les différents services ces données-là.
Donc voilà un petit peu l'ordre de grandeur pour du bilan carbone. Et pour l'analyse de cycle de vie, ça peut être très variable, notamment suivant le type d'ACV que vous faites. Est-ce que c'est une première ACV plutôt à usage interne? Et là, on peut un petit peu couper dans les virages et prendre certaines hypothèses pour travailler avec des données secondaires. Si jamais vous voulez pouvoir communiquer en externe, il peut y avoir une revue critique également qui peut être réalisée. Le projet, pour une ACV simplifiée, l'accompagnement par un consultant, ça va être une petite dizaine de jours d'accompagnement. Et en interne, ça va être à peu près similaire à un bilan carbone. Pour une ACV plus complète, on va plutôt arriver sur une quinzaine de jours d'accompagnement, 15-20 jours d'accompagnement par le consultant. Et on peut rajouter un 50% pour le temps interne pour l'entreprise. 50% de... Par rapport à une ACV simplifiée, pardon. Donc on va vite arriver pareil, sur une quinzaine, une vingtaine de jours en interne pour la personne qui est amenée à collecter les données. Là encore, c'est très dépendant de la maturité de l'entreprise sur ces données. Si elle a déjà une gestion de sa donnée technique assez claire, avec un ERP, un PLM, des outils de CAO par exemple, ça va être plus facile que s'il faut aller éplucher les différentes factures qui sont stockées en papier dans un bloc d'archives. Donc, c'est vraiment ce point-là qui souvent est assez dimensionnant pour une entreprise. Très bien, merci David pour ton éclairage. Nous allons attaquer notre dernière séquence avec une revue des aides publiques disponibles. Je laisse la parole à Anne-Cécile Ledieu et Julien Girard pour le compte du réseau régional des chambres de commerce et d'industrie. Et bien maintenant que vous avez compris en quoi s'engager dans une démarche de transition écologique peut être intéressant pour vous et comment mesurer votre performance environnementale, vous avez peut-être même certainement envie de passer à l'action. Donc on va vous présenter un peu les aides publiques qui sont disponibles et qui peuvent vous aider à entrer dans ces démarches-là. Donc pour nous présenter rapidement, donc on est Julien et Anne-Cécile, conseillers développement durable et transition écologique à la CCI Vendée. Vous avez d'autres conseillers aussi dans les CCI des Pays de la Loire, dont on vous parlera plus tard. Et ce qu'on va vous présenter là aujourd'hui, c'est dans un premier temps les aides financières qui sont disponibles, les accompagnements autres que financiers qui sont disponibles également, et vos référents en région. Pour démarrer par les aides, on en a un certain nombre, on en a répertorié ici les principales, qui sont France 2030, le fonds décarbonation de l'ADEME, les certificats d'économie d'énergie, les aides tremplin, le prêt vert, l'emploi transition au Pays de la Loire et d'autres solutions de financement. Donc, c'est assez varié. Il y a la subvention, du prêt. On va aller un peu dans le détail maintenant. Donc, France 2030, c'est une aide qui est opérée par BPI France. C'est un plan qui a vocation à l'horizon 2030 à mieux vivre et mieux produire en France autour d'un certain nombre de secteurs clés de l'économie. Et ça se base aussi beaucoup sur de l'innovation. Ce qui explique que les subventions ou les aides peuvent aller jusqu'à parfois plusieurs millions d'euros et peuvent prendre différentes formes, donc des subventions, mais aussi des prêts, des garanties, de l'accompagnement à la recherche et développement, des exonérations fiscales. C'est assez varié et ça touche aussi du coup plusieurs types d'entreprises, des startups, des PME, des ETI, voire des grands groupes industriels et même d'autres structures qui ne sont pas des entreprises. Et la manière finalement de bénéficier de ces aides-là, ça va être de consulter les appels à projets sur le site de France 2030 et de soumettre votre dossier de candidature. Ça se fait via BPI France ou éventuellement via des plateformes ministérielles, mais c'est bien précisé pour chaque appel à projet. Vous avez également le fonds décarbonation qui est lié aussi à France 2030, mais qui se spécifie du coup sur la décarbonation. Donc l'objectif, ça va vraiment être d'aider les entreprises, notamment du secteur industriel, à réduire leurs gaz à effet de serre, enfin leurs émissions de gaz à effet de serre. Également favoriser l'innovation et accompagner les projets de modernisation. Là, on est plus pour des PME. Donc l'aide, ça va être entre 100 000 et 5 millions d'euros. C'est encore assez large. Pareil, ça peut être de la subvention, du prêt, des avances remboursables. On est sur des entreprises plutôt industrielles. Donc là, pas trop sur la TPE, plutôt PME, ETI et grandes entreprises. Et ça va être un même système de consultation des appels à projets et de soumettre un dossier de candidature via la plateforme France Relance.
Vous avez également les certificats d'économie d'énergie hein, qu'on connaît aussi dans un cadre particulier, mais qui sont aussi valables pour des entreprises. Donc là, on va aider à l'investissement pour des travaux d'amélioration énergétique. Les aides peuvent être assez, enfin, plus faibles en tout cas que le projet qu'on a vu juste avant, à partir de 500 €, mais jusqu'à plusieurs dizaines de milliers, pour des entreprises de secteurs variés. Ça peut être l'agriculture, le résidentiel, le tertiaire, l'industrie, le réseau et le transport. Et toutes les opérations sont répertoriées dans un catalogue. Donc, l'idée, la meilleure façon de faire appel à ces certificats d'économie d'énergie, c'est de faire appel à un délégataire qui est spécialisé là-dessus. Et vous pouvez aussi consulter le guide des CEE, des C2E qu'on vous a mis en lien, que vous pourrez consulter une fois que vous aurez reçu la présentation. Donc voilà pour les certificats d'économie d'énergie. Et puis vous avez les aides tremplins qui touchent plus des petites entreprises, donc autant des TPE que des TME. Donc là, on ne va pas être sur les grands groupes, ce qui permet de varier un peu les types d'aides et les structures concernées. Donc là, ça va être des projets assez larges qui concernent soit de la décarbonation, soit de l'éco-conception. Je dis soit, mais ça peut être aussi plusieurs à la fois, de l'économie circulaire, de la gestion de déchets, de chaleur, etc. Voilà, il y a plusieurs types de projets, de 5 000 à 200 000 € d'aide, et vous pouvez réaliser un dossier de demande d'aide simplifié avec une instruction accélérée. Donc, il y a un seul dossier à déposer pour plusieurs études et plusieurs investissements, donc c'est plus facile. Vous avez aussi le prêt vert, opéré par BPI France. Donc là, on est plus sur de la subvention. Hein. L'idée, c'est vraiment de pouvoir financer certains projets, notamment pour optimiser les procédés, pour favoriser la mobilité zéro carbone. Là encore, le spectre est assez large. Ça peut être un prêt qui va de 50 000 € à 5 millions d'euros pour des TPE, des TME, des PME, des ETI, indépendantes de plus de 3 ans. Donc, il faut quand même un certain historique d'entreprise, mais 3 ans, ça reste encore récent. Et les demandes se font sur le site de BPI France. Enfin, vous avez le Pays de la Loire Emploi Transition, donc là, qui est une aide de la région Pays de la Loire, qui permet aux entreprises d'acquérir des compétences sur les enjeux de l'industrie du futur ou de la transition écologique. Donc, c'est vraiment aider à mettre en place ou recruter des personnes qui ont les compétences que vous n'avez pas forcément encore en interne. Et donc là, cette aide-là, elle s'adresse aux entreprises de l'industrie agroalimentaire de transformation et de l'artisanat de production, avec au moins 5 salariés en CDI. Et le dossier se dépose sur le site qu'on vous a mis en lien également, le Pays de la Loire Emploi Transition. Et puis pour terminer, vous avez aussi, là, donc ce n'est pas une aide en particulier, mais plutôt un outil pour vous aider à consulter les aides financières disponibles qui s'appelle lesaides.fr. Donc vous trouverez aussi le lien directement. Là, ça vous permet de rentrer un certain nombre de critères et de savoir toutes les aides qui sont adaptables à votre entreprise. L'idéal, c'est que vous pouvez remplir votre numéro de SIRET. Donc là, c'est vraiment très, très précis par rapport à votre cas. Vous pouvez remplir aussi votre secteur géographique. Et ça vous permet d'avoir un panel de tout ce qui est disponible pour vous selon votre entreprise. Alors, bonjour à tous. Moi, je vais prendre la suite. Donc, du coup, plutôt sur la partie dispositif, en introduisant au préalable la CCI. Nous, on intervient en fait auprès de l'ensemble des entreprises de la Vendée pour notre part, mais également, on vous le présentera après, sur l'ensemble des Pays de la Loire, sur différents niveaux d'accompagnement répondant à différents niveaux de maturité d'entreprise, et sur les thématiques qu'on peut voir ci-dessous. Alors, il y a l'énergie notamment en partenariat avec notamment Horace qu'on verra par la suite. Il y a tout ce qui est dynamique lié aux déchets, aux synergies liées aux déchets, biodéchets. Des diag 360 qui vont arriver après, à partir de début 2025, qui vont nous permettre voilà, de flécher les entreprises en fonction de leur maturité sur différentes thématiques et de les orienter vers des dispositifs opérationnels. Comme l'a dit David, plus en amont, il y a la partie éco-conception sur laquelle je vais revenir par la suite.
tout ce qui est question d'adaptation au changement climatique, notamment sur nos départements des Pays de la Loire avec une façade littorale. Nombreuses entreprises sont justement proches de la mer avec forcément des risques liés à des enjeux naturels. Il y a tout ce qui est partie RSE aussi, et l'eau et l'empreinte carbone, pour faire un état des lieux des thématiques. Donc, si on se focalise un petit peu plus sur l'éco-conception, qui rebondit du coup sur ce que disait David plus en amont, la CCI est amenée à conseiller les entreprises sur ce type de produit-là, qui est l'éco-conception, qui permet d'avoir un diagnostic sur site sur un produit ou un service en particulier, avec derrière une restitution des résultats et du diagnostic pour pouvoir mettre en place un plan d'action personnalisé qui permettra à l'entreprise derrière de se focaliser sur l'évolution d'un produit ou un nouveau produit, par exemple. Pour aller plus loin, justement, comme David l'évoquait, il y a ce qu'on appelle l'éco-produire, qui a pour avantage d'être en fait une sorte de promotion qui permet d'avoir un accompagnement à la fois individuel et collectif. Et on peut très bien imaginer des promotions introduisant des entreprises du nautisme qui permettraient finalement de croiser de l'information avec des entreprises qui ont des maturités plus ou moins avancées sur des questions environnementales. Et donc, c'est forcément porteur. On a également aussi la partie RSE qui vient là faire un petit peu un diagnostic 360 des enjeux à la fois liés au social, à l'environnement, à l'ancrage territorial sur lequel se situent les entreprises, mais aussi en termes de gouvernance et d'aspect économique. L'avantage, c'est que la CCI peut être amenée à venir sur site et faire ce diagnostic pour derrière rendre un accompagnement, un plan d'action personnalisé avec la possibilité de travailler sur une thématique précisément. Je fais le parallèle avec l'accompagnement qu'on appelle l'accélérateur dynamique plus, RSE Climat, qui est un accompagnement beaucoup plus lourd et qui demande d'avoir une entreprise un petit peu plus structurée en termes d'équipe sur cette thématique qu'est la RSE. Donc là aussi, à l'image du dispositif Éco-Produire, c'est un produit qui est à la fois sous forme de promotion individuelle, avec de l'accompagnement individuel et collectif. Ça me permet par la suite du coup d'introduire en fait plusieurs acteurs en fait du territoire, notamment sur des questions énergétiques, là en l'occurrence avec Horace, qui est l'organisation régionale pour l'amélioration des conditions énergétiques. En fait, c'est une structure régionale qui est dédiée à l'accompagnement des entreprises et des acteurs locaux afin de les aider dans la réduction de leur consommation d'énergie et de transition énergétique. Donc, Horace, ils sont basés, eux, principalement en Pays de la Loire et ce, dans tous les départements. Ils ont plusieurs missions qui sont d'accompagner les entreprises en réalisant des diagnostics énergétiques avec la réalisation d'évaluations de performance pour derrière identifier des leviers d'amélioration. Ils permettent également de mettre en place des plans d'action personnalisés, que ce soit pour réduire les consommations énergétiques, pour optimiser les process industriels ou autres, et d'intégrer également la possibilité de mettre en place des énergies renouvelables. Ils ont une casquette également de soutien au financement en orientant vers des dispositifs d'aide financière comme l'ADEME, la région ou l'Europe, donc, mais spécifiquement sur l'énergie.
Une deuxième casquette, c'est la possibilité de réaliser des formations et des sensibilisations avec Horace sous forme d'ateliers pratiques, de conférences ou d'événements. Ils sont très actifs sur cette partie-là. Voilà, pour faire le lien ensuite avec l'ADEC, qui est une association donc, pour le développement de l'économie circulaire et collaborative, qui est également sur la façade ouest et notamment en Pays de la Loire. Son objectif, il est d'accompagner les acteurs d'un territoire à développer des collaborations pour favoriser l'économie circulaire. L'idée, c'est de faire monter en compétence les collaborateurs, mais aussi les équipes sur différentes thématiques. Et donc, elle recherche finalement à apporter à ses adhérents et plus largement aux acteurs du territoire sur lesquels ces adhérents sont présents, des solutions pour optimiser les ressources, que ce soit des matières premières, des matériels, des services, des emplois, etc. L'idée, c'est de pouvoir créer des synergies également à la manière de l'écologie industrielle et territoriale. Enfin, pour finir sur ces accompagnements, on a parlé de BPI France, qui justement a pour objectif d'accompagner et de financer des entreprises engagées dans cette transition écologique et énergétique, que ce soit de la création d'entreprise jusqu'à son développement derrière. Donc, il y a des questions de financement de projets de transition comme les prêts verts, comme l'a évoqué Anne-Cécile, que ce soit pour l'acquisition de machines moins polluantes, par exemple, ou l'installation de panneaux solaires, ou des travaux d'efficacité énergétique pour les PME et TPE. Il y a des fonds également comme les fonds Décarbo, Nation ou Climat qui vont permettre un soutien aux entreprises industrielles pour réduire leur empreinte carbone et financer des projets d'innovation. Et enfin, pour conclure sur cet écosystème, là, on vous a représenté un peu sur la façade ouest, donc plutôt les Pays de la Loire. Du coup, l'ensemble des acteurs liés à cette transition écologique, avec donc l'ADEC, Horace, ainsi que le réseau CCI. Donc, il y a forcément un conseiller dans toutes les thématiques qu'on a pu aborder qui sera amené à vous répondre sur ces thématiques de transition écologique. Donc, quelle que soit la maturité et vos besoins. Donc, il ne faut pas hésiter à les conseiller, à les contacter. Merci Julien, merci Anne-Cécile. Écoutez, nous arrivons au terme de ce webinaire. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles pour la transition écologique de votre entreprise. Et je vous invite à contacter les différents experts qui sont intervenus aujourd'hui pour aller plus loin dans vos démarches. Bonne journée à tous.